مطر صالح دبوس، السلام عليكم. مازال فلاك، مرحبا بك. Azul Fulak, wa alaykoum salam, Allah yassalmak. Maître Salah Debbouz, comment vous voyez donc ce rapport, ce dernier rapport de RSF, donc Reporters sans frontières? Clairement, donc c'est une dégradation flagrante concernant donc la liberté de la presse. Il classe l'Algérie au 135e pays dans le monde. Comment vous voyez ce rapport? D'abord, tout à fait au début, avant de parler de ce rapport, il y a le constat que nous faisons nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut savoir que ce rapport est établi à la base des constats que nous faisons nous-mêmes et des souffrances que nous souffrons nous-mêmes ici, c'est-à-dire les Algériens. C'est à cette base que l'organisation de Reporters sans frontières établit son rapport. Il est clair qu'aujourd'hui, ces dernières années, il y a une fermeture hermétique concernant la liberté d'expression, d'une façon générale, et puis les médias et la presse d'une façon particulière, parce qu'il est interdit à tous les Algériens de s'exprimer. Je vais vous donner l'exemple, je prends mon exemple personnellement moi-même. Je suis poursuivi parce que j'ai fait des déclarations en ma qualité d'avocat et en ma qualité de militant des droits de l'homme. Et on a engagé des poursuites. Ça, c'est une atteinte grave à la liberté d'expression d'un avocat et d'un militant des droits de l'homme. Puis vous avez le cas Kamel qui a été condamné selon une procédure qui ne convient pas du tout à son cas. Pour ce qu'il avait publié sur Facebook, et puis tout le monde sait la suite dramatique de cette histoire et dans quelles conditions Kamel est mort. C'est dans des conditions douteuses, parce que il faudrait qu'on rappelle aux téléspectateurs et à tous ceux qui écoutent le Maghreb et ceux qui peuvent nous écouter qu'il n'est pas certain que Kamel soit décédé en prison suite à une grève de la faim qu'il aurait menée, mais il y a de très forts doutes qu'il ait été agressé à l'intérieur de la prison et d'une façon grave, de façon à ce qu'il soit transféré dans un état comateux et qu'il s'en sortit pas et qu'il s'en était pas sorti de cette agression jusqu'à ce que mort se suive. Et ce qui renforce ce doute, c'est le fait que ni ses amis, ni ses avocats, ni sa famille ne pouvaient lui rendre visite en prison. Donc maintenant, la liberté d'expression, ce n'est pas uniquement empêcher les gens de parler, mais c'est de se venger sur ces gens, soit en les emprisonnant, soit en les attaquant physiquement, directement. Vous avez le cas de Frère Kameldine. Et Frère Kameldine, il est en prison parce qu'il a parlé. Il a dénoncé les agressions. Juste pour rappeler que vous êtes l'avocat de Kamaldine Frère. Oui. Alors oui, bien sûr, je suis son avocat, l'un de ses avocats, peut-être le plus au courant de son dossier, parce que je suis cette affaire toutes les semaines depuis le 9 juillet 2015, date de son arrestation, jusqu'aujourd'hui. Alors, toutes les charges retenues contre Frère Kameldine, elles ont comme base ces déclarations qui sont sous forme de critique au pouvoir, qui ne sait pas faire son travail d'une façon générale, soit à l'occasion des événements de Gherdaya, soit à l'occasion de son activisme. Il y a dans son dossier un texte qu'il avait écrit pour soutenir les chômeurs à travers l'Algérie, et ce texte est considéré comme une pièce à conviction et il risque la peine de mort dans un autre dossier à Brian à la base de ça. Et puis vous avez tous les blogueurs, vous avez Khabal Arbi qui a été condamné, très lourdement condamné, vous avez aujourd'hui, j'ai reçu l'information de notre président de la section de l'Arwat, Goura Hamid, qui vient d'être condamné à 100 000 dinars d'amende, et puis je crois 50 000 ou 5 000 dinars. Tout ça, ce sont une atteinte à la liberté d'expression. Si Salah Debbouz, Maître Debbouz, on voit clairement donc ce rapport qui a dégradé l'Algérie de 5 places à la 135e place dans le monde. Mais de l'autre côté, on entend aussi des dirigeants comme Hamid Green, ministre de la Communication, qui dit clairement que l'Algérie
fait des avancées concernant les droits de l'homme. On a des chaînes, plus de cinquantaine de chaînes, on a des centaines de titres de journaux. Donc il y a une certaine liberté. Ce qu'ils nous disent quelques responsables de l'autre côté. Écoutez, moi, la seule avancée que je peux comprendre quand les responsables ici nous parlent d'avancée, c'est l'avancée que prononcent les receveurs de bus à Alger quand ils nous disent avancer l'arrière. Je crois que Hamid Gri ne se trompe pas, il y a une grande avancée vers l'arrière. C'est pas à Hamid Gri de faire le constat, c'est au peuple qui souffre. Vous parlez avec je pense qu'une grande partie des gens à qui vous posez des questions, et vous-même, la chaîne Magharibia, vous êtes interdit d'exercer en Algérie. Si vous ne pouvez pas exercer en Algérie, c'est pour ça que vous êtes stationné à l'étranger. Pourquoi vous êtes stationné à l'étranger? C'est parce que vous ne pouvez pas faire votre travail convenablement en Algérie. On est tous des preuves. Ce n'est plus des analyses, on est nous-mêmes des éléments de preuve. Chacun de nous est un élément de preuve de la répression d'une façon générale qu'on essaie. Maintenant, il ne s'agit pas de dire un discours ou quelques phrases pour faire croire que ça avance. La preuve, eh ben, regardez le nombre de condamnations. Vous avez Slimane Bouharski en prison parce qu'il s'est exprimé sur Facebook. Vous avez Touati Merzouk est en prison parce qu'il s'est exprimé sur Facebook. Vous avez les Ahmadis une partie des Ahmadis qui sont en prison parce qu'ils ont une opinion, ils l'ont exprimée d'une manière ou d'une autre, mais qui ne plaît pas au pouvoir. Vous avez tous les blogueurs, les partis politiques qui ont des thèses intéressantes à développer sont interdits. Vous avez Ali Belhaj qui est interdit de faire un discours, il est interdit de bouger, il est interdit de faire sa prière là où il veut. Ça, c'est une grave atteinte aux libertés fondamentales. À cette atteinte de toutes les libertés fondamentales, la liberté de la presse, c'est un élément parmi tous les éléments qui est facilement vérifiable. Quand on parle de la liberté de la presse, est-ce que c'est quelque chose qui concerne seulement, si on peut dire, donc la presse, les médias, ou c'est un problème aussi de chacun de nous, d'être conscient que la situation elle est mauvaise? Non, j'ai développé au début un problème de liberté fondamentale. Après, on arrive à la liberté de la presse. C'est tout à fait... pourquoi j'ai développé le problème? Pourquoi j'ai parlé d'un problème de liberté fondamentale? Toutes les libertés fondamentales sont en difficulté. Pour arriver à dire que c'est un choix politique d'un pouvoir délibérément. C'est-à-dire ce pouvoir qui est là depuis 2 décennies au moins, il a fait un choix politique de fermer d'empêcher toutes les libertés de s'exprimer, syndicales, les libertés d'expression, liberté de conscience. Vous n'avez même pas le droit aussi, aujourd'hui vous n'avez même pas le droit de penser, c'est même le cas d'exprimer la pensée. Donc là, vous voyez avec le cas des Ahmadis, c'est un cas de liberté de culte. Subhanallah, interdit la loi. Après, derrière ça, il y a le mécanisme de maîtrise de toute la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, que le gouvernement a trouvé, qui est essentiellement cette manne de publicité. Je donne de la publicité à celui qui sait se taire, et je donne beaucoup plus à celui qui sait parler. C'est savoir se taire, c'est-à-dire ne pas dénoncer, ne pas laisser les gens s'exprimer. Savoir parler, c'est faire la propagande en faveur du pouvoir. Maintenant, Salah Debbouz, quand on a déstructuré ou restructuré le DRS, on a parlé de passer à une société civile, et que le militaire n'aura pas sa place, ou là, le DRS. Alors qu'on est en train de voir, vous l'avez dit dans votre constat, qu'on est en train de reculer par rapport aux libertés. Écoutez,
c'était un grand bluff de dire que les services de renseignement qui s'appelaient DRS, qui s'appellent maintenant DSS, ont été restructurés ou déstructurés, tout ce que vous voulez. Il y a un monsieur qui est parti en retraite, ou qu'on a fait partir, ça ne nous regarde pas puisque ça n'a jamais regardé le peuple, ce qui se passe dans le sérail du pouvoir. C'est toujours mystérieux, qui a été remplacé par un autre monsieur, peut-être une autre équipe, mais c'est toujours les mêmes services, c'est toujours les mêmes opérations, c'est toujours tout ce que vous voulez. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai marché depuis Alger jusqu'à Al-Rouat à pied pendant 9 jours. Il y avait toujours collé à moi au moins 2 jusqu'à 3 voitures du DRS. Ils ne m'ont pas laissé seul pendant... Alors, tout ça pendant votre marche, Maître Debbouze, tout ça pendant votre marche. Tout au long de ma marche. Ils étaient là, ils me surveillaient, et quand je dormais dans un hôtel, attendez, à Barouagia, je crois, il y avait quelqu'un qui devait partir, qui nous accompagnait, mon accompagnateur, parce qu'il y avait une voiture qui avait mes bagages et tout, qui me rejoignait dans chaque point. Il était question qu'il ramène un monsieur qui a marché avec nous, Amroun Ayashi, de Msila. Il avait des choses à faire à Msila. À 3 h du matin, il allait prendre un taxi. Ben, le jeune qui était avec moi, qui devait l'emmener en taxi, il a été filé par une voiture de DRS à 3 h du matin. Tu ne peux pas bouger en Algérie بلا ما تكون على بالهم هذا الديارات هذا واش راك دير. Tu ne peux même pas respirer. Donc هذه تاع لي ستركتوراسيون تاع الديارات اكسترا هذه ما كانش منها. Attention, je n'ai rien contre les personnes qui ont fait ce travail. Il y en a même qui étaient plus ou moins gentils. On m'a éclairé la route, on m'a dit qu'on vous protège, on vous sécurise. Mais pourquoi vous me collez? Pourquoi vous empêchez les gens de marcher avec moi? Pourquoi vous voulez savoir où je dors, qu'est-ce que je mange, chez qui je vais? Ça, c'est des détails, millimètre par millimètre. Ils m'ont suivi millimètre par millimètre. Vous voyez? Alors, est-ce que vous pensez un service de renseignement capable de suivre un citoyen qui marche à pied pendant 9 jours, tous les jours 12 heures de marche au minimum? Et même quand je suis arrivé à Marouat, il y avait 6 étudiants qui sont venus me saluer. À chacun des étudiants, quand ils me saluaient, je lui disais tu vas te faire arrêter, on va te ficher, et ne t'en fais pas, tu vas ressortir. Mais il faut que tu saches, tu seras dorénavant une cible favorable pour n'importe quelle accusation. Parce que quand vous prenez un citoyen qui a salué un autre citoyen qui marche, vous pouvez lui demander sa pièce d'identité. Normalement, vous ne devez pas l'interpeller. Mais à la limite, vous pouvez lui donner sa pièce d'identité pour savoir qui c'est. Après, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qui est, la pièce d'identité, après ils vous demandent c'est qui ton père, c'est qui ta mère, ta date de naissance, est-ce que tu es marié? C'est comme s'ils faisaient un PV. Ça veut dire qu'ils font des fiches signalétiques pour repérer toutes les personnes qui peuvent être sympathisants avec des activistes. Est-ce que vous pensez qu'un service de renseignement d'un État, au lieu de s'occuper de la sécurité de l'État, il s'occupe de qui connaît qui, pourquoi et comment? Il les fiche pour dire que ce sont des sympathisants. Redois, si je suis arrêté comme il est Kamel Brouk ou je suis accusé de n'importe quel... Tous ces gens-là, ils vont être taxés d'adeptes de Debbouze, comme on dit maintenant, les adeptes de Fkhar. Ansar Fkhar. Vous voyez? Donc, s'ils font ça avec un citoyen qui marche, que font-ils avec un journal ou une radio, un parti politique ou une association? C'est plus grave que ce que vous pensez. Ce n'est pas uniquement la publicité. C'est l'infiltration, c'est les ordres, c'est le licenciement, c'est des choses vraiment graves. Et donc, il ne faut pas dire, à mon sens, il ne faut pas dire que le DRS n'est pas là où ils ont changé la dénomination. Non, la nature même du régime algérien, c'est un régime qui fonctionne par les services de renseignement qui, eux,
sont le noyau de l'armée. C'est-à-dire vous avez le bras, vous avez l'armée qui impose par la force quand il le faut une situation donnée, et vous avez les services de renseignement qui prennent l'information sur les citoyens qu'ils doivent protéger normalement, qui peuvent former des dossiers sur ces citoyens pour les tenir quand ils sont appelés à des responsabilités, et qui noyautent toute activité qui peut servir à développer une politique ou une pensée ou quelque chose de positif. Très bien, Salah Maître Debbouze. Vous avez parlé d'un choix politique. Donc, comment on peut changer cet état, ce constat? On est en train de... on a vu une naissance d'opposition, mais malheureusement, on a vu quelques partis qui ont pris une voie, l'autre qui ont pris l'autre voie. Et on sait que la politique, c'est les rapports de force. Comment créer un déclic de changement en Algérie? Écoutez, d'abord, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est une règle universelle. Le problème de l'Algérie, c'est la nature de son système politique. Ce système politique, qui est, je l'ai expliqué tout à l'heure, basé sur les services de renseignement, il ne peut pas produire autrement que ce que nous savons et que nous constatons et que nous vivons depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez faire un seul parti politique, vous pouvez même fonctionner sans parti politique. Et comme vous pouvez faire 1000 partis politiques, ce sont les services de renseignement qui dirigent le pays. Ça sera dirigé de cette façon. Voilà. Maintenant, pour avoir autre chose, il faut avoir d'autres fondements d'un système politique. Il faut aller vers un changement sérieusement. C'est pas l'idéal, c'est-à-dire on va aller vers un système politique moins hermétique et moins débile, je dirais, excusez-moi le terme, que le système que nous avons. C'est un système qui est basé sur la propagande et les faux dossiers et les coups d'État et des trucs comme ça. C'est des coups d'État partout. Vous avez dans un parti politique, vous créez un parti politique et vous avez l'antidote dans ce parti politique qui est déjà préparé par le pouvoir à la base de services de renseignement qui ont toutes les fiches. Ils vous disent il faut envoyer un tel, il faut le charger de ça, ils ont déjà un dossier, ils lui font du chantage pour lui dire tu fais ça, sinon on te fait ça, etc. J'ai vu à la cour de M. Mostaganem les accusés, je vous donne un exemple, il y avait 4 ou 5 accusés d'appartenir au Ahmadiyya. L'un des accusés avait déclaré au juge, moi je suis chargé par le DRS d'infiltrer ce groupe et de le saboter. Il a dit, quand j'avais refusé, parce qu'il il travaillait, je crois, dans un hôtel ou je sais pas quoi, quand il avait refusé, c'était son poste qui était parti. Il était obligé d'accepter pour garder son poste, et il faisait ça, en tout cas c'est ce qu'il avait déclaré au tribunal. Et le tribunal n'avait pas vu utile, il a même donné des noms d'officiers de service de renseignement. Il a dit un tel et un tel et un tel. C'est eux, c'est à Oran, c'est le commandant Foulani qui fait partie du service de renseignement avec un autre commandant qui m'ont chargé d'infiltrer ce groupe pour dire comment ils font la prière, qu'est-ce qu'ils font ensemble, etc. Donc quand vous avez un mode de gestion comme ça, et vous ne pouvez pas avoir un autre résultat à part ce que nous avons. Vous prenez n'importe quel mouvement politique, il est déjà au départ. Il a les moyens de son échec avec le projet déjà. Voilà. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on a une presse indépendante, on a plusieurs partis politiques, on a tout ce que vous voulez, si la base de fonctionnement de ce système politique reste comme ça. Et vous savez, tous les systèmes politiques qui sont basés sur les services de renseignement, ça amène à une catastrophe. Prenez la Syrie comme exemple, prenez la Libye comme exemple, mais vous n'avez pas le même problème en Tunisie. شكرا متر دبوز. بارك الله فيك متر دبوز، يعطيك الصحة.